La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Alain Finkielkraut pour la lecture de son remerciement. Mesdames, Messieurs de l'Académie, en manière de préface au récit débridé que lui a inspiré le tableau de Henri Rousseau, La carriole du père Juniet, Félicien Marceau relate le dialogue suivant. La carriole du père Stornsky, dit le directeur de la galerie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le titre de mon tableau, rétorqua le douanier Rousseau. Le directeur plissa son nez, qu'il avait fort grand, et agita son index, qu'il avait fort long. Mon pauvre ami, avec ce titre-là, vous ne le vendrez jamais, votre tableau. Tiens, pourquoi? Dit Rousseau, qui, de son passage dans l'administration de l'octroi, avait gardé le goût d'aller au fond des choses. Stornsky, reprit le directeur avec force, c'est un nom à éternuer, ça. Mon cher monsieur, retenez bien ceci, un client qui éternue, c'est un client qui n'achète pas. Et rêveusement il énonça, ce doit être une loi de la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait, dit Rousseau. Mettez Juniet, et n'en parlons plus, dit le directeur. C'est le nom d'un de mes cousins, un négociant, très honorablement connu dans tout le Gâtinais, ajouta-t-il après un temps, et sans doute pour balayer les dernières réticences du peintre. Telle est la scène qui, s'il faut en croire le célèbre historien d'art Artem Favot-Lanclume, se serait déroulée par une belle journée d'octobre 1908 dans une modeste galerie de la rue des Saints-Pères. Nous sommes en janvier 2016 et un nom cacophonique, un nom dissuasif, un nom invendable, un nom tout hérissé de consonnes rébarbatives comme Stornsky ou mieux encore comme Karfunkelstein, le patronyme dont l'extrême droite avait affublé Léon Blum pour faire peur aux bons Français, un nom à éternuer en somme, et même, osons le dire, un nom à coucher dehors, est reçu aujourd'hui sous la coupole de l'institution fondée, il y aura bientôt 4 siècles, par le cardinal de Richelieu. L'héritier de ce nom n'en revient pas. Il éprouve en cet instant solennel un sentiment mêlé de stupeur, de joie et de gratitude. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire. Ce nom d'ailleurs, je ne l'ai pas toujours porté au complet. Pour simplifier la vie des professeurs, pour ne pas affoler le personnel administratif et pour éviter à mes condisciples la tentation d'une plaisanterie facile sur la dernière syllabe, mes parents ont obtenu qu'à l'école ou au lycée, je me fasse appeler Fink ou Fink. Je suis revenu à Finkielkraut quand ma carriole a quitté la classe, parce que je croyais pouvoir compter alors sur la maturité de mes interlocuteurs et que nous ne sommes plus en 1908. En ce jour, c'est au mien que je pense, à mes grands-parents que, comme la plupart des juifs ashkénazes nés dans le baby-boom de l'après-guerre, je n'ai pas connu, à ce grand-père maternel qui, avec sa femme, dirigeait une entreprise de bois à Lvov, alors ville polonaise, mais qui, je l'ai appris tardivement, préférait l'étude et la fréquentation des livres sacrés. À mes parents, bien sûr, qui ne sont pas là pour connaître ce bonheur, l'entrée de leur fils à l'Académie française, alors que le mérite leur en revient. Ceux qui, 70 ans après, reprennent à leur compte, dans leur nécrologie, le jugement du Conseil de guerre de Bruxelles, commettent un contresens analogue. Leur référence à eux, c'est Hitler, Maurras et la Deuxième Guerre mondiale. Ils jugent tout acétone. Ils ne voient pas que depuis la conférence de Durban, organisée par les Nations Unies en septembre 2001, l'antisémitisme parle la langue immaculée de l'antiracisme. Et dès lors que les Juifs ne sont plus en butte au fascisme ou à la réaction, mais doivent répondre du comportement d'Israël, ils minimisent leurs tourments ou les abandonnent carrément à leur sort en tant que complices d'une politique criminelle. Leur invocation constante des heures les plus sombres de notre histoire ne protège pas les Karfunkelstein d'aujourd'hui contre la haine, elle les y expose. Au ravage de l'analogie s'ajoutent les méfaits de la simplification. Plus le temps passe, plus ce que cette époque avait d'incertain et de quotidien devient inintelligible.
Rien ne reste de la zone grise. La mémoire dissipe le brouillard dans lequel vivaient les hommes. Le roman national qui aime la clarté en toutes choses ne retient que les héros et les salauds, les chevaliers blancs et les âmes noires. On met au pinacle le nom de Primo Levi, mais c'est Quentin Tarantino qui mène le jeu. C'est sur le modèle d'Inglorious Bastards que tout un chacun se fait son film. Je ne me sens pas représenté, mais trahi et même menacé par les justiciers présomptueux qui peuplent la scène intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tout jugement moral relève de la bêtise et de la présomption. La morale de toute cette histoire, ce n'est certes pas que le temps est venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire, mais qu'il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et sa vérité perdue. La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Alain Finkielkraut pour la lecture de son remerciement. Mesdames, Messieurs de l'Académie, en manière de préface au récit débridé que lui a inspiré le tableau de Henri Rousseau, La carriole du père Juniet, Félicien Marceau relate le dialogue suivant. La carriole du père Stornsky, dit le directeur de la galerie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le titre de mon tableau, rétorqua le douanier Rousseau. Le directeur plissa son nez, qu'il avait fort grand, et agita son index, qu'il avait fort long. Mon pauvre ami, avec ce titre-là, vous ne le vendrez jamais, votre tableau. Tiens, pourquoi? Dit Rousseau, qui, de son passage dans l'administration de l'octroi, avait gardé le goût d'aller au fond des choses. Stornsky, reprit le directeur avec force, c'est un nom à éternuer, ça. Mon cher monsieur, retenez bien ceci. Un client qui éternue, c'est un client qui n'achète pas. Et rêveusement, il énonça. Ce doit être une loi de la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait, dit Rousseau. Mettez Juniet, et n'en parlons plus, dit le directeur. C'est le nom d'un de mes cousins, un négociant, très honorablement connu dans tout le Gâtinais, ajouta-t-il après un temps, et sans doute pour balayer les dernières réticences du peintre. Telle est la scène qui, s'il faut en croire le célèbre historien d'art Artem Favot l'Enclume, se serait déroulée par une belle journée d'octobre 1908 dans une modeste galerie de la rue des Saints-Pères. Nous sommes en janvier 2016 et un nom cacophonique, un nom dissuasif, un nom invendable, un nom tout hérissé de consonnes rébarbatives comme Stornsky ou mieux encore comme Karfunkelstein, le patronyme dont l'extrême droite avait affublé Léon Blum pour faire peur aux bons Français, un nom à éternuer en somme, et même, osons le dire, un nom à coucher dehors, est reçu aujourd'hui sous la coupole de l'institution fondée, il y aura bientôt 4 siècles, par le cardinal de Richelieu. L'héritier de ce nom n'en revient pas. Il éprouve en cet instant solennel un sentiment mêlé de stupeur, de joie et de gratitude. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire. Ce nom d'ailleurs, je ne l'ai pas toujours porté au complet. Pour simplifier la vie des professeurs, pour ne pas affoler le personnel administratif et pour éviter à mes condisciples la tentation d'une plaisanterie facile sur la dernière syllabe, mes parents ont obtenu qu'à l'école ou au lycée, je me fasse appeler Fink ou Fink. Je suis revenu à Finkielkraut quand ma carriole a quitté la classe, parce que je croyais pouvoir compter alors sur la maturité de mes interlocuteurs et que nous ne sommes plus en 1908. En ce jour, c'est au mien que je pense, à mes grands-parents que, comme la plupart des juifs ashkénazes nés dans le baby-boom de l'après-guerre, je n'ai pas connu, à ce grand-père maternel qui, avec sa femme, dirigeait une entreprise de bois à Lvov, alors ville polonaise, mais qui, je l'ai appris tardivement,
préférait l'étude et la fréquentation des livres sacrés. À mes parents, bien sûr, qui ne sont pas là pour connaître ce bonheur, l'entrée de leur fils à l'Académie française, alors que le mérite leur en revient. Ceux qui, 70 ans après, reprennent à leur compte, dans leur nécrologie, le jugement du Conseil de guerre de Bruxelles, commettent un contresens analogue. Leur référence à eux, c'est Hitler, Maurras et la Deuxième Guerre mondiale. Ils jugent tout à cette aune. Ils ne voient pas que depuis la conférence de Durban, organisée par les Nations Unies en septembre 2001, l'antisémitisme parle la langue immaculée de l'antiracisme. Et dès lors que les Juifs ne sont plus en butte au fascisme ou à la réaction, mais doivent répondre du comportement d'Israël, ils minimisent leurs tourments ou les abandonnent carrément à leur sort en tant que complices d'une politique criminelle. Leur invocation constante des heures les plus sombres de notre histoire ne protège pas les Karfunkelstein d'aujourd'hui contre la haine, elle les y expose. Au ravage de l'analogie s'ajoutent les méfaits de la simplification. Plus le temps passe, plus ce que cette époque avait d'incertain et de quotidien devient inintelligible. Rien ne reste de la zone grise. La mémoire dissipe le brouillard dans lequel vivaient les hommes. Le roman national qui aime la clarté en toutes choses ne retient que les héros et les salauds, les chevaliers blancs et les âmes noires. On met au pinacle le nom de Primo Levi, mais c'est Quentin Tarantino qui mène le jeu. C'est sur le modèle d'Inglorious Bastards que tout un chacun se fait son film. Je ne me sens pas représenté, mais trahi et même menacé par les justiciers présomptueux qui peuplent la scène intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tout jugement moral relève de la bêtise et de la présomption. La morale de toute cette histoire, ce n'est certes pas que le temps est venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire, mais qu'il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et sa vérité perdue. S'il faut en croire le célèbre historien d'art Artem Favot-Lanclume, se serait déroulé par une belle journée d'octobre 1908 dans une modeste galerie de la rue des Saints-Pères. Nous sommes en janvier 2016 et un nom cacophonique, un nom dissuasif, un nom invendable, un nom tout hérissé de consonnes rébarbatives comme Stornsky ou mieux encore comme Karfunkelstein, le patronyme dont l'extrême droite avait affublé Léon Blum pour faire peur aux bons Français, un nom à éternuer en somme, et même, osons le dire, un nom à coucher dehors, est reçu aujourd'hui sous la coupole de l'institution fondée, il y aura bientôt 4 siècles, par le cardinal de Richelieu. L'héritier de ce nom n'en revient pas. Il éprouve en cet instant solennel un sentiment mêlé de stupeur, de joie et de gratitude. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire. Ce nom d'ailleurs, je ne l'ai pas toujours porté au complet. Pour simplifier la vie des professeurs, pour ne pas affoler le personnel administratif et pour éviter à mes condisciples la tentation d'une plaisanterie facile sur la dernière syllabe, mes parents ont obtenu qu'à l'école ou au lycée, je me fasse appeler Fink ou Fink. Je suis revenu à Finkielkraut quand ma carriole a quitté la classe, parce que je croyais pouvoir compter alors sur la maturité de mes interlocuteurs et que nous ne sommes plus en 1908. En ce jour, c'est au mien que je pense, à mes grands-parents que, comme la plupart des juifs ashkénazes nés dans le baby-boom de l'après-guerre, je n'ai pas connu, à ce grand-père maternel qui, avec sa femme, La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Alain Finkielkraut pour la lecture de son remerciement.
Mesdames, Messieurs de l'Académie, en manière de préface au récit débridé que lui a inspiré le tableau de Henri Rousseau, La carriole du père Juniet, Félicien Marceau relate le dialogue suivant. La carriole du père Stornsky, dit le directeur de la galerie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le titre de mon tableau, rétorqua le douanier Rousseau. Le directeur plissa son nez, qu'il avait fort grand, et agita son index, qu'il avait fort long. Mon pauvre ami, avec ce titre-là, vous ne le vendrez jamais, votre tableau. Tiens, pourquoi? Dit Rousseau, qui, de son passage dans l'administration de l'octroi, avait gardé le goût d'aller au fond des choses. Stornsky, reprit le directeur avec force, c'est un nom à éternuer, ça. Mon cher monsieur, retenez bien ceci, un client qui éternue, c'est un client qui n'achète pas. Et rêveusement il énonça, ce doit être une loi de la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait, dit Rousseau. Mettez Juniet, et n'en parlons plus, dit le directeur. C'est le nom d'un de mes cousins, un négociant, très honorablement connu dans tout le Gâtinais, ajouta-t-il après un temps, et sans doute pour balayer les dernières réticences du peintre. Telle est la scène qui leur en revient. Ceux qui, 70 ans après, reprennent à leur compte, dans leur nécrologie, le jugement du Conseil de guerre de Bruxelles, commettent un contresens analogue. Leur référence à eux, c'est Hitler, Maurras et la Deuxième Guerre mondiale. Ils jugent tout à Cétone. Ils ne voient pas que depuis la conférence de Durban, organisée par les Nations Unies en septembre 2001, l'antisémitisme parle la langue immaculée de l'antiracisme. Et dès lors que les Juifs ne sont plus en butte au fascisme ou à la réaction, mais doivent répondre du comportement d'Israël, ils minimisent leurs tourments ou les abandonnent carrément à leur sort en tant que complices d'une politique criminelle. Leur invocation constante des heures les plus sombres de notre histoire ne protège pas les Karfunkelstein d'aujourd'hui contre la haine. Elle les y expose. Au ravage de l'analogie s'ajoutent les méfaits de la simplification. Plus le temps passe, plus ce que cette époque avait d'incertain et de quotidien devient inintelligible. Rien ne reste de la zone grise. La mémoire dissipe le brouillard dans lequel vivaient les hommes. Le roman national, qui aime la clarté en toutes choses, ne retient que les héros et les salauds, les chevaliers blancs et les âmes noires. On met au pinacle le nom de Primo Levi, mais c'est Quentin Tarantino qui mène le jeu. C'est sur le modèle d'Inglorious Bastards que tout un chacun se fait son film. Je ne me sens pas représenté, mais trahi et même menacé par les justiciers présomptueux qui peuplent la scène intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tout jugement moral relève de la bêtise et de la présomption. La morale de toute cette histoire, ce n'est certes pas que le temps est venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire, mais qu'il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et sa vérité perdue. Nous sommes en janvier 2016 et un nom cacophonique, un nom dissuasif, un nom invendable, un nom tout hérissé de consonnes rébarbatives comme Stornsky ou mieux encore comme Karfunkelstein, le patronyme dont l'extrême droite avait affublé Léon Blum pour faire peur aux bons Français, un nom à éternuer en somme, et même, osons le dire, un nom à coucher dehors, est reçu aujourd'hui sous la coupole de l'institution fondée, il y aura bientôt 4 siècles, par le cardinal de Richelieu. L'héritier de ce nom n'en revient pas. Il éprouve en cet instant solennel un sentiment mêlé de stupeur, de joie et de gratitude. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire. Ce nom d'ailleurs, je ne l'ai pas toujours porté au complet. Pour simplifier la vie des professeurs, pour ne pas affoler le personnel administratif et pour éviter à mes condisciples la tentation d'une plaisanterie facile sur la dernière syllabe, mes parents ont obtenu qu'à l'école ou au lycée, je me fasse appeler Fink ou Fink. Je suis revenu à Finkielkraut quand ma carriole a quitté la classe, parce que je croyais pouvoir compter alors sur la maturité de mes interlocuteurs et que nous ne sommes plus en 1908. En ce jour, c'est au mien que je pense, à mes grands-parents,
que, comme la plupart des juifs ashkénazes nés dans le baby-boom de l'après-guerre, je n'ai pas connu. À ce grand-père maternel qui, avec sa femme, dirigeait une entreprise de bois à Lvov, alors ville polonaise, mais qui, je l'ai appris tardivement, préférait l'étude et la fréquentation des livres sacrés. À mes parents, bien sûr, qui ne sont pas là pour connaître ce bonheur, l'entrée de leur fils à l'Académie française, alors que le mérite. La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Alain Finkielkraut pour la lecture de son remerciement. Mesdames, Messieurs de l'Académie, en manière de préface au récit débridé que lui a inspiré le tableau de Henri Rousseau, La carriole du père Juniet, Félicien Marceau relate le dialogue suivant. La carriole du père Pstonsky, dit le directeur de la galerie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le titre de mon tableau, rétorqua le douanier Rousseau. Le directeur plissa son nez, qu'il avait fort grand, et agita son index, qu'il avait fort long. Mon pauvre ami, avec ce titre-là, vous ne le vendrez jamais, votre tableau. Tiens, pourquoi? Dit Rousseau, qui, de son passage dans l'administration de l'octroi, avait gardé le goût d'aller au fond des choses. Pstonsky, reprit le directeur avec force, c'est un nom à éternuer, ça. Mon cher monsieur, retenez bien ceci. Un client qui éternue, c'est un client qui n'achète pas. Et rêveusement, il énonça. Ce doit être une loi de la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait, dit Rousseau. Mettez Juniet, et n'en parlons plus, dit le directeur. C'est le nom d'un de mes cousins, un négociant, très honorablement connu dans tout le Gâtinais, ajouta-t-il après un temps, et sans doute pour balayer les dernières réticences du peintre. Telle est la scène qui, s'il faut en croire le célèbre historien d'art Artem Favot-Lanclume, se serait déroulée par une belle journée d'octobre 1908 dans une modeste galerie de la rue des Saints-Pères. Nous